Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo débriefing du Spiel. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que c'est un moment que j'attends avec impatience chaque année. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur mes attentes du Spiel. Donc là, il y aura 2 vidéos consacrées entièrement au Spiel sur ma chaîne qui sont sorties cette année. C'est vraiment un moment que je ne peux pas rater, que j'attends avec énormément d'impatience. Cette année au Spiel, c'était 204 000 visiteurs. Est-ce que vous réalisez un petit peu? 204 000 personnes pour des jeux de société, des gens qui viennent de partout dans le monde, qui prennent l'avion spécifiquement pour cet événement. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est c'est quelque chose d'incroyable quand on aime les jeux de société. Bien sûr, il faut savoir parler un minimum anglais, hein, parce que si vous ne parlez pas anglais au Spiel, ça va vous poser problème. Alors oui, il y a bien sûr des éditeurs français, mais quitte à aller en Allemagne pour ça, eh bien, il vaut mieux aller voir les éditeurs internationaux. Si on veut se concentrer sur les éditeurs français, je conseille toujours aux gens alors de plutôt se rendre au Festival de Cannes, à Paris et Ludique, voire à Vichy aussi. Comme je vous le disais, c'était 204 000 visiteurs cette année. Il y avait un peu plus de 900 stands et plus de 1500 nouveautés en jeux de société. Voilà, c'est fou en fait, ce festival est démesuré, on fait des kilomètres et des kilomètres, donc là je suis un peu crevée, je dois vous l'avouer, ça fait plusieurs jours que je suis revenue et j'ai du mal de m'en remettre. Il faut dire aussi que nous on a un peu des fous parce que avec Marina, avec Joya Anthony des Enjoy Games et aussi avec d'autres personnes qui viennent se rajouter à nous, une fois que le festival est terminé à 19 h, eh bien on continue à jouer à l'hôtel jusque pas d'heure. Et généralement on a des petites nuits de 4-5 heures et quand on combine les kilomètres, parce que c'est des kilomètres qu'on fait entre les halls et le peu de sommeil, bah, ça fait qu'on est un peu claqué mais heureux. Et ça, je dois dire que je reviens toujours enchantée en fait de ce festival et c'est vraiment le moment que je ne peux rater sous aucun prétexte. Et il y avait beaucoup plus de cosplay que les autres années et ça c'est vraiment aussi une particularité du Spiel, c'est que tout est démesuré. Vous avez des stands qui sont faits sur mesure par rapport à un jeu. Bah, pour Acropolis par exemple, il y a voilà tout un stand, des colonnes grecques qui sont exposées. Vous avez, j'ai pas pu le prendre en vidéo malheureusement parce que j'étais en rendez-vous pro à ce moment-là, mais vous avez un petit train qui passe pour faire la promotion du jeu, les aventuriers du rail, enfin bref. Et je veux dire aussi que de manière générale, j'ai trouvé que l'accent était moins mis sur les gros jeux. Voilà, on a d'ailleurs, vous verrez dans les jeux que je vais vous parler, il y a bien sûr des gros jeux parce que vous savez que les jeux experts j'aime ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a des petits jeux de cartes, il y a des jeux qui tirent plus vers l'initié et c'est vrai que la tendance, je trouve, sur ce festival, c'était moins de gros jeux. J'ai aussi galéré pour trouver des jeux narratifs. Là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a plus qu'un? Je crois pas. Non, je pense qu'il n'y en aura que un dont je vais vous parler. Le Spiel, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer des auteurs. J'ai même pris une photo avec Rainer Nidia et j'étais trop contente, comme vous pouvez le voir sur la photo. J'ai fait dédicacer aussi un jeu. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. Il n'y a pas d'ordre particulier. J'ai laissé quelques petites pépites pour la fin, bien évidemment. Mais n'allez pas tout de suite à la fin parce que vous verrez que tout au long de la vidéo sera un petit peu hétéroclite. Je vais vous parler des jeux que j'ai beaucoup aimés, de jeux que j'ai moins aimés. Et j'en laisse bien sûr deux, je pense, excellents pour la fin. Ah oui, et alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais vous parler plus ou moins d'une quarantaine de jeux dans cette vidéo. Je tiens à vous préciser que mon avis est basé sur des conditions en festival et c'est très important de faire cette nuance là parce que l'appréciation d'un jeu peut dépendre de beaucoup de choses. Elle peut non seulement dépendre de l'euphorie du groupe qu'il y a autour de la table, mais au contraire aussi on peut avoir une expérience négative parce que les règles ont été mal expliquées pour XY raison. Voilà, il peut y avoir des choses qui frustrent parce qu'il y a la fatigue aussi, parce qu'il y a du monde. Et aussi un élément important, c'est que
les avis, que ce soit le mien ou ceux d'autres créateurs de contenu, dites-vous bien que l'avis est fait sur quelques tours de jeu. Généralement, on ne fait pas de partie complète d'un jeu quand on va à un festival comme le Spiel. Donc les avis sont faits dans des conditions très particulières et pas sur une partie complète. Donc voilà, ayez toujours ça à l'esprit, que ce soit sur ma chaîne, dans le cadre de cette vidéo, ou que ce soit dans les vidéos d'autres créateurs de contenu, ça vaut pour tout le monde. Et sur ces bonnes paroles, je propose qu'on se lance dans le cœur de la vidéo. Donc j'avais fait une petite liste avant le Spiel des jeux que j'attendais. Il y avait 12 jeux dans cette liste. Il y avait bien sûr une liste qui était un peu plus étendue. Je pense que j'avais repéré plus ou moins en tout 30 jeux ou quelque chose comme ça. Et sur les 12 jeux que j'attendais le plus, j'ai pu en tester 7. Et je propose qu'on commence avec le premier jeu auquel j'ai joué sur le festival. Ce jeu, c'est Golden Cup. Et c'est un jeu qui potentiellement va vous faire penser à Challengers parce qu'on va se battre en duel. Donc on peut être plusieurs autour de la table. On va être en face de quelqu'un à un moment donné. Et puis pour le match suivant, on va être en face de quelqu'un d'autre et on va s'affronter comme ça en duo, simultanément. Tout le monde va s'affronter. Là ici, on ne s'affronte pas directement à base de cartes comme ça c'était le cas avec Challenger. On va s'affronter à coup de bag building. Donc on va essayer d'améliorer bien sûr les jetons qu'on va mettre dans son petit sac. On va les révéler et parfois on aura des jetons de défense qui vont nous permettre de contrer les attaques de notre adversaire. Parfois forcément on aura des jetons attaque et ces jetons attaque, s'ils ne sont pas complètement défendus par l'adversaire, on va devoir en plus de ça jeter un dé pour voir si l'attaque a réussi et activer le bonus d'une carte qu'on aura placée sur notre plateau personnel. Donc il y a non seulement le hasard du petit jeton que vous allez piocher, mais aussi le hasard du dé pour voir si votre attaque est bien menée à bien. Et pour vous donner mon avis sur le jeu, je vous propose de vous montrer en une expression l'avis de tout le monde autour de la table. Ah non. Alors c'est une réussite ce petit Golden Cup. Tu t'aimes pas jouer, ouais, de ouf. Ça représente super bien. Ouais. T'es pas au joueur. Non. Au bûcheron, ok, pour prendre une cheminée, un truc comme ça, c'est ok. Non, c'est pas bien. Bon, en fait, c'est un sous-challenger. Ouais, non, je suis d'accord. C'est assez d'accord. Et parce que tu donnes ça à quelqu'un. Et il y aurait peut-être un peu plus de contrôle que Challengers, peut-être, mais. Ouais, enfin, il aime pas parce que je pas. te trouve. Ouais, En vrai, même pas. Les cartes sont tirées au hasard, t'es sûr que tu c'est une vraie carte. Ouais. Même les cartes, t'as aucun choix, c'est. Ouais, c'est ça, c'est que tu pioches et les tiens là. Ah, non, c'est pas Non, et puis c'est moche. Je m'attendais à plus, tu sais, le backbuilding, il y a un côté très peu quand tu vas chercher, on va juste T'as vu le gars? Ouais, Toi, t'es là, genre. ouais, c'est ça. Ah, vas-y, pioche. Pioche, pioche. Et à chaque fois qu'il va sortir ta main 17, ça va pas être comme ça. Concept. Il y a un qui là. Et ça sonne. Mais C'est trop drôle. Ça, ce qui est très bien, par c'est pitié. que t'as une extension qui te peut jouer avec les petits cheveux. T'as les dés, les petits cheveux, c'est dans le Mais moi j'aime bien les dés, ils sont grands, j'aime bien. Je trouve ça cool. Regardez-moi ça. Non, je trouve pas. Je trouve que t'abuses là. Ouais. Déjà, il se passe pas grand chose dans le jeu, mais il y a des spéciales jetons Ouais, c'est pas rien. où tu ne fais rien. C'est vraiment la fonction. Pas de jetons dessus. C'est parce que là, parce qu'il y a un spatial. Parce que j'ai pas arrêté d'avoir ça. Il se passe là. Ah, bah c'est cool. Franchement, c'est amusant. C'est bien. Voilà, donc rien de très colorieux et c'est dommage parce que c'était un jeu qui était pas dans ma shortlist des 12 mais qui était dans ma liste plus étendue. Franchement, c'était pas incroyable du tout. Voilà, dommage pour Golden Cup. Ce retour sur Golden Cup, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse sur le fait que un truc qui est très très cool en festival, c'est que ça donne l'occasion de jouer avec d'autres créateurs de contenu. Alors forcément, les Enjoy Games, on traîne toujours ensemble, donc je ne les compte même plus. Même si c'est toujours un plaisir bien sûr de partager des parties avec eux, mais ça m'a permis aussi de jouer avec Yoel par exemple qui était là malheureusement pour lui à cette partie de Golden Cup. Toujours avec Yoel de First Player, on a enchaîné sur Shu-Han au stand de Matago. C'est un jeu de défausse, donc le but est de ne plus avoir du tout de cartes en main. Ça se joue un peu à la manière d'un Odin, si ce n'est que les cartes que vous allez
les défausser, enfin certaines d'entre elles en tout cas, ont des effets, ce qui je trouve alourdit un peu le jeu pour rien. Alors moi, quitte à jouer à ça, je préfère 1000 fois jouer à Odin en fait, dans la gamme des jeux de défausse. Et c'est dommage parce que le jeu m'a pas fait une forte impression, alors que c'est un jeu de Tom Lehmann, qui est l'auteur de Jump Drive, Race for the Galaxy, Res Arcana, qui sont des jeux que j'adore. J'aime généralement beaucoup ces jeux, et celui-là je dois dire qu'il m'a pas fait une grosse impression, et comme je vous le dis, quitte à jouer à un jeu de défausse comme ça, bien moi perso je préfère jouer à Odin, qui est plus simple et qui, je trouve, dans sa simplicité est plus élégant. Voilà. Ensuite on est passé à un jeu que pour le coup j'attendais beaucoup. Celui-là était dans ma shortlist des 12 jeux attendus. Ce jeu, c'est Altaï. Alors je vous avais dit que ça mélangeait contrôle de territoire, civilisation, deck building. Alors le côté civilisation, vous pouvez un peu le mettre de côté, c'est pas ce qui se ressent le plus. Par contre le côté contrôle de territoire et deck building, ça c'est vraiment, je trouve, le cœur du jeu. C'est un jeu de Paolo Mori, donc pas n'importe qui non plus, hein, puisque c'est l'auteur de Libertalia, de Captain Flip plus récemment. C'est un jeu qui est très simple à prendre en main. Le côté contrôle de territoire aussi est très intuitif, c'est très simple. Le deck building aussi est sans fioriture. Vous allez bien sûr essayer d'améliorer votre deck, comme dans tout deck building. Vous allez aussi essayer d'aller chercher d'autres cartes qui vont vous donner des petits effets ou améliorer votre façon de jouer. Ça, c'est le côté un peu civilisation du jeu. Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait, malgré cette simplicité de jouer, je trouvais qu'il y avait des choix intéressants à faire entre est-ce que je m'étends sur le territoire, est-ce que je vais chercher des cartes pour améliorer mon deck building, est-ce que je vais plutôt vers la technologie. Et vous avez tous ces petits choix qui, tout en étant simples, sont très intéressants. Et en plus de ça, on rajoute un visuel franchement qui est incroyable. C'est vraiment mon regret du festival, c'est de ne pas être parti avec une boîte de Altaï, parce qu'il a été sold out très vite. Ça a été vraiment une très belle surprise, à la hauteur de mes espérances, et je pense que c'est un jeu qui se jouera aussi bien à 2 qu'à 3 ou à 4, parce qu'à 2 la carte, la map centrale va être plus réduite, donc je pense que ça va aussi bien se jouer. En tout cas moi j'ai très hâte, c'est de le faire découvrir à Michael, parce que je pense que ça peut bien lui plaire, lui qui aime bien le deck building avec ce côté contrôle de territoire en plus. Je pense que ça pourrait bien lui plaire. C'est un jeu auquel on pourrait je pense facilement jouer à 2, donc très belle découverte que Altaï. Je vais vous parler très rapidement parce que j'y ai pas joué à celui-là. Donc il faut savoir que la plupart des jeux que vous verrez dans cette vidéo sont des jeux auxquels j'ai joué. J'ai veillé parce que j'avais eu quelques petites critiques, quelques petits retours un peu plus mitigés par rapport à ça dans ma vidéo de l'année dernière, où je parlais parfois de jeux auxquels j'avais pas joué. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je me dis que même si j'y ai pas joué, donner la raison de pourquoi je suis repartie avec, pourquoi il est là, pourquoi j'ai choisi ce jeu, je trouve que c'est toujours intéressant. Un peu comme ma liste des 12 jeux les plus attendus des scènes, j'ai pas joué, mais ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi ce jeu m'intéresse, pourquoi ici je suis repartie avec. Comme je vous le disais, je cherchais un jeu narratif, le seul jeu narratif avec lequel je suis repartie, c'est celui-ci. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs et qui se passe pendant la Résistance. Dans ce jeu, on a 2 jours pour tuer ou capturer nos ennemis. C'est un jeu qui se déroule dans un contexte historique. Dans la boîte, on a 3 missions. 3 missions à réaliser. Vous voyez, à chaque fois top secret avec des missions. On a aussi des enveloppes, on a du petit, vous voyez aussi, enveloppe top secret. On a du matériel, des petits pions, on a des cartes bien sûr, d'autres petites enveloppes. À voir. Mais franchement, ce jeu-là, je sais qu'il était dans les attentes de pas mal de créateurs de contenu. Moi, je cherchais désespérément un jeu narratif qui pourrait me plaire. Donc je suis repartie avec celui-là. S'il est bien, je vous le dirai. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que
je suis contente d'être partie au moins avec un jeu narratif. Avant le festival, j'essaie aussi parfois de tester des jeux qui sont présentés, parfois je les demande un petit peu en avance à l'éditeur, comme ça me permet de couvrir un petit peu plus de jeux, de parler en fait de mes attentes si je les reçois à l'avance, parce que les éditeurs ont la gentillesse de m'envoyer des copies presse. Ça me permet d'y jouer dans de bonnes conditions et de vous faire vraiment un retour, alors là qui est un peu plus, sur lequel vous pouvez un petit peu plus vous fier, puisque j'y joue vraiment alors à la maison, posé dans de bonnes conditions, et ça a été le cas pour plusieurs jeux. Ça a été le cas, et le premier auquel j'ai joué, il est là. Le premier, c'est Rock Art 1977. Et oui, si vous doutiez que de ma nationalité, maintenant vous savez tout. Alors Rock Art 1977, c'est un jeu de placement d'ouvriers, et vraiment c'est le jeu de placement d'ouvriers ultra classique. Pas de grosse surprise au niveau de la mécanique, si vous attendez un petit twist ou quelque chose comme ça, vous risquez d'être déçu parce que c'est de l'ultra classique. Par contre, et c'est là que le jeu en fait prend tout son intérêt, c'est que c'est un jeu sur un groupe de rock, et l'auteur, Jackie Fox, faisait partie d'un groupe de rock dans les années 70. Et en fait c'est ça qui rend ce jeu ultra intéressant. Donc non seulement elle faisait partie d'un groupe de rock, mais elle a été aussi, alors soit elle a été juriste, soit elle était avocate dans le droit du divertissement, donc hyper impliquée non seulement sur le terrain, mais aussi dans tout l'aspect juridique aussi. Donc elle a, je pense, plein de points de vue différents sur ce que c'est en fait d'être dans un groupe de rock et de gérer un groupe de rock. Et ça, c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt du jeu, parce que si la mécanique est très basique, l'intérêt vraiment du jeu, c'est que la thématique est ultra bien intégrée dans la mécanique, et ça en fait c'est juste incroyable, parce que déjà au départ vous allez avoir des revenus qui vont tomber parce que vous avez un job, parce que quand on est membre d'un groupe de musique au départ c'est la galère financièrement, donc on a besoin d'un job, donc vous allez avoir chaque jour de l'argent qui va tomber si vous allez travailler, donc c'est une action que vous devez faire sur le plateau, et si vous ne travaillez pas, vous allez avoir un avertissement. Au bout de 3 avertissements, vous n'avez plus de job, vous enlevez votre carte, et là vous avez l'emplacement sur votre plateau personnel qui dit ça y est, vous êtes maintenant, vous êtes une rockstar, vous êtes une star du rock, vous n'avez plus besoin d'aller travailler, vous êtes un peu émancipé de ça. Et il y a plein de choses comme ça où avant d'aller dans des grandes salles de concert, et bien d'abord il va falloir enregistrer une démo la nuit. Et si comme moi vous avez un job de barman où vous devez aller travailler la nuit, et bien vous devez choisir entre est-ce que je vais travailler à mon taf ou est-ce que je bosse sur ma cassette, ma démo que je pourrais envoyer et qui est un prérequis pour pouvoir faire un album. Si on n'a pas enregistré de démo, on peut pas faire d'album. En plus de ça, l'éditeur c'est Devir. Devir, c'est toujours une qualité de matériel incroyable. Quand vous voyez les plateaux personnels qui sont des amplis avec des curseurs que vous allez tourner, déjà ça c'est ultra satisfaisant. Votre personnage que vous allez mettre sur votre plateau personnel qui s'imbrique parfaitement. Les billets, l'argent, les billets qui sont tous griffonnés, ils ont tous des petites annotations différentes. Enfin voilà, le matériel est incroyable, la thématique est incroyable aussi. Juste au niveau de la mécanique, ne vous attendez pas à un truc révolutionnaire, parce que alors là vous pourrez que être déçu. Si jamais la thématique d'un groupe de rock c'est quelque chose qui vous botte, vous pouvez vous y intéresser. Normalement elle sortira, j'imagine, chez Yellow courant de l'année prochaine. Les jeux Devir généralement ça part chez Yellow, il y a plus ou moins un an de décalage. Je vais continuer chez Devir, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer aussi un des jeux qui était mon attente numéro 1 du festival. C'est Daitochi. Pourquoi est-ce que Daitochi était mon attente numéro 1? Tout simplement parce que l'auteur de Daitochi, c'est Danny Garcia, qui est un auteur de jeux de société que j'adore, qui est pas là depuis longtemps sur la scène ludique. Depuis, je dirais qu'il est là depuis plus ou moins quoi, 1 an, 2 ans. Ça avait commencé avec Barcelona l'année dernière. Cette année est sorti le très bon Windmill Valley, et Arborea aussi qui est arrivé assez récemment en France. Daitochi, c'est un jeu plus complexe que ses précédents titres. Pour vous donner une idée, Arborea c'est 3,7 sur 5 sur BGG, Daitochi c'est 4 sur 5. Donc on est déjà sur un cran un peu plus élevé. Nucleum, pour vous situer, c'est 4,17.
Donc on est plus proche d'un nucléum que d'un arborea. La thématique de Dai-Touchi est un peu particulière puisque c'est dans un univers steampunk. Vous allez participer à la construction d'une ville, vous allez l'électrifier, mais en faisant ça, en fait, vous avez besoin de ressources, et ces ressources, vous allez les prendre autour de vous, ce qui va déranger les yokai, les esprits de la forêt. Et donc, une grosse partie d'ailleurs des points dans ce jeu, en tout cas le scoring de fin de partie, sera lié à ces différentes pistes de ressources sur lesquelles vous allez faire avancer vos moines, et qui vont venir apaiser ces esprits, qui vont venir apaiser les yokai qui sont furieux en fait de toutes ces personnes qui viennent empiéter sur leur espace naturel. Comment ça se joue Dai-Touchi? Eh bien c'est un roundel game, terme qu'on ne peut absolument pas traduire en français jusqu'à présent, personne n'a trouvé de bonne traduction. Donc c'est la rondelle. Vous allez donc déplacer votre ouvrier sur une piste qui est circulaire pour aller faire vos actions. Chaque endroit est lié à une action spécifique du jeu. Vous devez automatiquement prendre une tuile, ce qui peut déclencher la fureur des yokai si vous avez plusieurs tuiles de ce type sur votre plateau personnel, et puis vous allez faire votre action. C'est un jeu aussi dans lequel le plateau va se construire au fur et à mesure de la partie. Donc on commence avec le centre et au fur et à mesure on va venir rajouter en fait des petits morceaux de plateau. À côté de ça vous avez aussi un plateau personnel. Il y a pas mal de choses à faire sur le plateau, je vais pas tout détailler, mais l'aspect intéressant c'est cet aspect technologie, puisque quand c'est à votre tour, il y a deux choses que vous pouvez faire: soit vous déplacez votre meeple sur la rondelle, soit vous venez faire une action de production. Et là ça va dépendre en fait de comment vous avez amélioré votre plateau personnel. Plus vous allez l'améliorer, plus vous allez avoir accès à des choses. Il y a tout un aspect technologique sur le plateau personnel qui est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai pensé de Dai-Touchi? Bon, déjà je dois dire qu'il y a beaucoup de pistes différentes dans le jeu, un petit peu trop peut-être. Je pense que le jeu aurait gagné à être un petit peu plus épuré sur certains aspects. Il y a vraiment des choses où on se dit ok, ça rajoute pas grand chose, et mis à part des petites règles en plus, mais sinon je trouvais que c'était un jeu très agréable à jouer. Bien sûr c'est un jeu complexe, hein, ça nécessite un certain investissement pour pouvoir y jouer. C'était mon attente numéro 1. Est-ce que c'est mon jeu numéro 1 du festival? J'irai pas jusque là. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas celui que je retiens le plus finalement de ce festival, même si je l'ai beaucoup apprécié. Mais Dai-Touchi c'était pas l'unique jeu de Dani Garcia qui était dans mes attentes. Il y avait aussi un autre jeu qui lui pour le coup est beaucoup plus léger que tous les autres jeux de Dani Garcia. Donc là où Dai-Touchi était beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe que ses autres titres, là il y en a un qui pour le coup n'a rien à voir avec les autres et qui est beaucoup plus léger. Ce jeu c'est Neko Syndicate. Et alors je vous le disais, hein, mais le festival du Spiel c'est aussi l'occasion de rencontrer les auteurs, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Dani Garcia et de repartir avec ma boîte signée de Neko Syndicate. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais très contente. Neko Syndicate, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu de tableau building, mais qui est un peu particulier dans le sens où vous allez construire votre tableau en forme de pyramide. Vous commencez avec votre petit chat qui est sur la première carte tout en haut, et puis selon les actions que vous faites, vous allez pouvoir venir en placer d'autres dans la pyramide, et quand vous empruntez en fait un chemin, et bien vous continuez dans cette ligne là. Donc si vous commencez à aller sur l'action droite de la première carte, vous devez ensuite continuer sur la carte qui est juste en dessous, et à chaque fois vous allez descendre de plus en plus dans la pyramide. Le petit twist c'est que plus vous descendez dans la pyramide, plus les actions que vous faites sont intéressantes. Sur la toute première carte que vous faites, l'action est de 1, donc les deux actions que vous avez à disposition c'est soit aller piocher les cartes, soit en poser une, mais dès la deuxième rangée le bonus que vous avez va être de x2, et à la troisième rangée c'est x3, et à la quatrième rangée c'est x4. Le but de Neko Syndicate, en fait on incarne des mafieux, une mafia de chats
qui a une entreprise de sushi, et le but en fait c'est de prendre la place du vieux qui va clamser. Là il est sur sa fin de vie. Vous avez les différents rounds du jeu en fait qui sont les derniers instants de sa vie jusqu'au moment où il va mourir, et celui qui aura le plus de points bien sûr va remporter la partie, et on va gagner des points en remplissant des commandes de sushi. Et donc vous avez des actions qui vont permettre de générer des petits cubes en fait qui représentent les différents poissons des sushis, mais ces cubes il va falloir les acheminer en fait sur les différentes cartes. Pour ça il y a des symboles bien précis, et en fait c'est un jeu dans lequel il ne va pas y avoir d'interaction entre les joueurs. Oui, il y a des objectifs communs et celui qui va le réussir en premier va avoir plus de points que les autres, mais c'est vraiment du solo en groupe. Moi ça me dérange pas ponctuellement, et ça m'a pas dérangé du tout, ça m'a pas empêché d'apprécier beaucoup ce jeu. C'est vraiment un jeu où vous allez voir, les règles sont très simples, c'est très facilement assimilable. Par contre pour optimiser tout ça, savoir quel sushi vous devez produire, où vous devez les envoyer, à quel endroit de la pyramide mettre bien votre carte, en sachant que plus vous allez le placer bas, plus l'action en fait va être forte puisque vous allez la faire plus de fois. Franchement j'ai adoré me prendre la tête sur ce casse-tête, parce que c'est ça que c'est un vrai casse-tête. Et ce côté tableau building où il va falloir vraiment optimiser, moi j'ai adoré. Et si vous cherchez un bon casse-tête, et bien franchement allez-y. On va continuer sur ma liste, tout simplement sur mes attentes, avec Seti. Alors Seti, malheureusement, une grosse déception de ce spiel, j'y ai pas joué. Voilà. Il n'y a pas grosse déception dans le sens il n'est pas bon, j'en sais strictement rien. Seti était dans mes attentes, tout simplement parce que bon déjà c'est un jeu de la maison d'édition Check Games qui chaque année nous sortent des jeux qui sont de très bons jeux, des excellents jeux. L'année dernière, le jeu du festival de Check Games c'était Kutnaora, qui est un de mes jeux préféré dans les jeux experts, qui est sorti cette année. Et là Seti, c'est aussi un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes qui vont s'utiliser de plusieurs façons. La thématique de Seti, c'est que ça se passe dans l'espace, vous allez essayer de trouver des signes de vie extraterrestres. Alors c'est pas du tout un jeu qui est orienté science-fiction, hein. C'est plutôt abordé sous l'angle scientifique. Vous avez aussi ce plateau qui représente la rotation du soleil et qui va bouger, ce qui va faire que certaines missions vont être plus faciles à faire, et d'autres peut-être que vous vouliez faire, vous allez peut-être devoir changer vos plans parce qu'avec la rotation qu'il y a eu du plateau, ça devient moins accessible. Ce qui est très intéressant par rapport à ce jeu, c'est qu'il y a des vrais scientifiques, des vrais astronomes qui ont travaillé sur le jeu, et en fait quand vous allez faire certaines missions, c'est basé sur des missions existantes. Donc ça c'est toujours intéressant. Je trouve que quand la thématique arrive à être imbriquée comme ça dans la mécanique, c'est toujours beaucoup plus intéressant tout simplement. Donc Seti, déception parce que j'y ai pas joué. Par contre c'est genre dans ma hot list des jeux à tester, et comme je suis repartie avec la boîte, je pourrais vous faire un retour d'ici peu, j'espère. AI 100% Human, c'est un jeu de tableau building dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, parce que au moment de la campagne de financement participatif, j'avais eu le prototype. J'ai récupéré la version définitive du jeu, avec en plus, je vous montre les tapis de jeu, et ça c'est quand même, franchement ça c'est quand même incroyable pour un tableau building d'avoir le petit tapis. Voilà, on est bien avec ça, on est très bien. AI 100% Human, c'est donc un jeu de tableau building avec du draft. Donc on va se passer les cartes, on va en garder une bien sûr, et puis on passe le restant du paquet à notre voisin. On a une AI de base qui va un petit peu orienter la façon dont on va jouer, parce on a un objectif personnel avec cette AI, et on a aussi des objectifs communs de fin de manche. Donc ça c'est les choses qui vont un petit peu orienter notre façon de jouer. Après avoir drafté, quand on va poser la carte dans notre tableau, on va immédiatement activer son effet. Donc il y a deux choses dans le jeu, il y a deux niveaux. Il y a non seulement la carte qu'on va poser tout de suite parce qu'elle va nous rapporter des points, mais on doit bien la placer en vue de l'objectif de fin de partie et en vue de notre objectif personnel. La chose qui est très intéressante et qui fait la différence par rapport à d'autres tableaux building,
c'est la réserve. Parce que comme je vous l'ai dit, on va drafter, on va sélectionner une carte, mais dans notre réserve, on a déjà 2 cartes. Ce qui vous permet en fait quand vous draftez de moins subir et de plus anticiper ce que vous allez faire. Ça donne plus de profondeur au jeu en fait. Donc à i100% Human, moi c'est un jeu que j'avais adoré dès le prototype et je suis très contente du coup d'avoir cette version définitive du jeu. Je peux dire que c'est un des jeux qui m'ont le plus marqué cette année. C'est un jeu que j'ai adoré, donc voilà, très contente d'avoir la version définitive. Bon là je vous ai parlé de pas mal de jeux que j'ai aimés. Sur le festival, j'ai eu l'occasion de tester Happy Home, un jeu de pose de tuiles polyomino. La thématique est assez cool parce qu'on vient d'emménager dans notre maison et du coup on va la décorer en venant prendre des tuiles et en les posant dans notre maison. Le système de sélection de tuiles est assez chouette aussi puisque c'est toujours le dernier sur la piste qui va pouvoir choisir la prochaine carte qui lui donne la tuile à aller récupérer. Ça reste très simpliste et dans le style de jeu de pose de tuiles polyomino, il y a déjà des jeux qui sont bien mieux que ça. Donc la thématique est sympa, mais le jeu lui-même il est largement oubliable. Donc ça c'était un jeu testé et un jeu vite oublié. On va aller du côté de la Corée maintenant avec les jeux de Mandou. Dans les jeux de Mandou, il y en avait certains, non il y en avait un. Si je ne veux pas dire de bêtises, il y en avait un qui était dans mes attentes. Ce jeu c'était The Yellow House qui est juste ici. C'est un jeu de Jeff O'Neill qui était aussi l'auteur de Jekyll and Hyde versus Scotland Yard que j'avais beaucoup aimé. Donc beaucoup d'attentes pour ce jeu, non seulement parce que la maison d'édition l'année dernière nous avait régalé avec 3 jeux qui étaient fous. Il y avait The Veil of Eternity, Dracula vs Van Helsing et Jekyll and Hyde dont je viens de parler. Donc beaucoup d'attentes sur ce petit jeu-ci, d'autant plus que la thématique de Van Gogh est, je trouve, très sympathique. Mais ça n'a pas du tout pris. On joue des cartes qui représentent les arguments pour les tendances d'art que les 2 joueurs vont avoir entre eux. On doit toujours mettre des couleurs qui sont supérieures aux tendances précédentes pour dire qu'on va, en fait, on va donner des arguments plus forts. Mais si vous voulez jouer une couleur dont le jeton est en dessous, vous allez devoir vous défausser de cartes pour pouvoir avancer le jeton et pouvoir jouer votre argument. Le but c'est donc d'avoir le moins de cartes possible. Ok, je cherche encore la subtilité du jeu, j'ai pas trop compris et je pense que c'est le flop vraiment de mes attentes. Mais il n'y avait pas que The Yellow House chez Mandou, il y avait d'autres jeux. Il y avait notamment Open auquel j'ai pas joué, donc je peux pas vous donner un retour dessus. Open c'est un jeu de défausse avec un aspect guessing et d'après ce que j'ai lu dans les règles ça ressemble beaucoup à Odin mais avec ce petit aspect guessing en plus. Je jouais quand même pas mal de jeux qui ressemblaient à Odin, c'est pas le dernier parce qu'il y en a un autre dont je vais vous parler. Pour le moment je dirais qu'il n'y en a aucun qui détrône Odin. Donc il y en a plusieurs qui ont essayé, mais on n'y est pas encore. Et ça, je peux pas vous dire puisque j'y ai pas joué. En tout cas, la boîte est très cool. Moi, j'adore le visuel. Je le trouve très... c'est assez perturbant. Surtout quand vous voyez les bonhommes là, avec les petites formes géométriques sur la tête. Mais malgré tout, j'aime beaucoup le visuel. Et je peux pas vous en dire plus sur ce jeu. Fantastics, c'est un jeu dans lequel on va avoir des petits challenges avec des sticks justement et il y a aussi un aspect bingo. Pourquoi j'ai ramené ce jeu? Donc j'y ai pas joué, hein, donc je peux pas vous donner mon avis. J'ai ramené ce jeu parce que c'est un jeu de Rainer Knizia qui nous a montré sur le festival que faisait pas que des bonnes choses, hein, Rainer Knizia, hein, loin de là. J'ai la boîte donc bien sûr j'y jouerai et je vous ferai un retour dessus quand ce sera le cas. Et quand je vous disais que Rainer Knizia ne faisait pas que des bons jeux, c'est parce que sur le festival on a joué à Amazonia Park, un jeu de pose de tuiles très simple, dont le but est de collecter en fait des petits journaux. Une fois que tout le monde a un journal de chaque catégorie, et bien la partie prend fin. Comment est-ce qu'on va collecter les journaux? En ayant le nombre de tuiles requis à défausser. À son tour, on va prendre une des tuiles qu'on a derrière notre paravent, on va la jouer sur le plateau et en fonction de l'abscisse et de l'ordonnée, donc des tuiles qu'il y a sur votre colonne et des tuiles qu'il y a sur votre rangée, vous allez récupérer d'autres tuiles. Donc vous en posez une pour en récupérer d'autres. C'était pas terrible. Voilà, soyons honnêtes, c'était pas terrible du tout et je pense que ce jeu ne mérite pas qu'on s'attarde plus longtemps dessus. Voilà. Mais pour revenir à Mandou,
deux autres petits jeux dont je vais vous parler. Quiet House qui m'a attiré pour son matériel et puis le visuel est cool aussi. Moi j'y ai joué à deux, donc je vais vous donner les règles à deux. Je voyais 4 cartes qui disaient où devaient être placés certains éléments du jeu, et Michael lui voyait 4 autres cartes. Oui, parce que je dis Michael parce qu'il n'était pas au Spiel, mais ça on y a joué à la maison. Et Michael lui voyait 4 autres cartes qui donnaient d'autres infos de placement. Et le but c'est que on place pour satisfaire non seulement les conditions de placement que vous voyez, mais aussi celui de l'autre, en sachant qu'on peut pas du tout communiquer et que les pièces ont des façons de se déplacer différentes. La tour se déplace à la verticale et à l'horizontale comme aux échecs, mais vous avez le singe qui prend la place d'une autre pièce du plateau, et à chaque tour, donc non seulement vous allez bouger la pièce de votre choix, mais vous avez aussi une petite contrainte qui dit qu'il y a une pièce qui est que vous ne pouvez pas déplacer du tout. C'est pas foufou non plus, honnêtement. Je suis assez déçue parce que là chez Mandou cette année j'ai eu que des déceptions. J'ai pas joué à tout. J'ai pas joué à Open et à Fantastics, donc je peux rien dire par rapport à ces deux jeux là, mais les jeux que j'ai joués m'ont pas emballé des masses et celui-là m'a pas emballé des masses non plus. Pourtant je trouvais le matériel cool, l'idée me plaisait quand même de déplacement, mais en y jouant, voilà, c'était pas incroyable. Ensuite, Kushi Express, c'est un jeu que vous avez peut-être vu passer sur TikTok parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont joué sur TikTok. C'est juste un jeu de rapidité dans lequel vous devez faire des brochettes selon ce qui est révélé au centre de la table, pardon. Donc on va révéler une carte qui va nous dire dans quel ordre les cubes doivent être mis. Le premier qui arrive à le faire remporte la carte. Voilà, c'est pas du tout mon style de jeu. Je pense que ça peut être sympa peut-être à l'apéro ou quelque chose comme ça. Mais moi personnellement c'est pas du tout mon style de jeu. Donc je sais que moi je n'y rejouerai pas. On passe maintenant à un jeu que j'ai acheté parce qu'il me faisait très envie. C'est Stamp Swap. C'est un jeu auquel je n'ai pas joué, donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Mais par contre, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Et bien tout simplement parce que quand j'étais petite, je faisais des collections de timbres avec mon grand-père. Et quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de société qui sortait sur cette thématique, ça m'a emballé mais de fou. Tout de suite, je me suis dit ce jeu-là, je ne peux pas, peu importe s'il est bien ou pas bien, il me le faut dans ma ludothèque. Donc c'est chose faite. Il est là. C'est un jeu de collection de tuiles, donc on va devoir placer, j'imagine selon des conditions de placement, les timbres qu'on va récupérer sur son plateau personnel. Et il y a aussi une mécanique de I split you choose, donc de faire 2 tas avec les timbres j'imagine. Et on va demander à son adversaire d'en sélectionner un et nous on va récupérer le reste. C'est une mécanique que moi j'aime encore bien. Combinée au placement de tuiles, il y a des chances que ça me plaise bien. Je pense que ça va pas être révolutionnaire, mais peu importe. Même si c'est pas révolutionnaire, même si c'est une mécanique qu'on connaît, c'est pas pour ça que ça pourrait pas me plaire. Donc à voir. Encore une fois, ça arrivera. Les reviews des jeux achetés et non testés arriveront dans les semaines, mois à venir. En tout cas, j'espère qu'il est bien parce que la thématique elle est quand même trop cool, donc j'espère que le jeu il en vaut la chandelle aussi. Et le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui arrivera en campagne de financement participatif l'année prochaine. C'est un jeu de tableau building, pas mal de jeux de tableau building quand même sur ce festival, je dois dire. Entre ça et les petits jeux de cartes, je pense que c'était la tendance de ce festival, en tout cas c'est la réflexion qu'on se faisait avec Joya de Enjoy Games. Donc un jeu de tableau building, assez classique, je dois dire, dans sa mécanique. On va construire son tableau. Ce qui change par rapport à un AI 100% Human, c'est qu'ici on a vraiment du texte dans les effets, là où dans AI 100% Human c'est icono à fond. Et même si c'est un petit changement, je trouve que ça change quand même la perception qu'on a du jeu. Ça a un petit impact tout de même. On va gagner des points si certaines de nos cartes scorent en fin de partie. On va surtout gagner des points avec les petites tuiles qu'on va venir récupérer. Donc en fait quand on aura assez de ressources, 6, on va pouvoir aller chercher des tuiles qui vont nous rapporter des points en dépensant ces ressources. Les premières rapportent plus de points et plus on attend et plus on traîne pour aller les récupérer, moins les tuiles vont offrir de points en fin de partie. Tableau building très classique.
mais très agréable. Mais la petite originalité du jeu, c'est que au moment de la mise en place du jeu, et juste simplement au moment de la mise en place, attention pas pendant la partie, vous n'aurez jamais d'une partie à l'autre les mêmes cartes, tout simplement parce qu'il y a des petites pochettes dans lesquelles vous allez venir glisser une carte transparente, ce qui va vous donner l'effet de la carte. Donc l'effet de la carte est une combinaison entre ce qui était déjà dans la pochette et la carte que vous venez glisser. Et donc d'une partie à l'autre, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes cartes à jouer. Donc ça, c'est l'effet très cool du jeu. C'est juste pendant la mise en place, donc c'est pas comme un Mystic Vale où là c'est au cours de la partie que vous allez améliorer vos cartes. Là c'est vraiment juste une histoire de mise en place. Quoi qu'il en soit, mis à part cette petite originalité de setup, le jeu lui-même il va rester très classique, mais moi ça m'a pas empêché d'apprécier ma partie. Donc après le festival, comme je vous l'ai dit, on rentre à l'hôtel, on continue à jouer à des jeux, et il y a un jeu que j'ai découvert très tard le soir. J'étais crevée, mais mes yeux se fermaient au fur et à mesure de la partie, alors que j'appréciais vraiment mon expérience de jeu, mais la fatigue était là et qui fait que on n'est pas allé au bout de cette partie que pourtant j'aimais beaucoup. Ce jeu auquel on a joué très tardivement, c'est Messos. Alors Messos, c'est un jeu de collection de cartes on connaît, mais ce qui va être cool, c'est la façon dont on va aller chercher les cartes. En fait, vous allez devoir placer votre pion sur un plateau. Plus votre pion va être loin, plus vous allez pouvoir chercher plus de cartes. Et il y a des cartes qui sont en bas du plateau et il y a des cartes qui sont en haut du plateau. Et plus vous allez être prêt, moins vous allez avoir de choix. Je pense que la première case, c'est une ou deux cartes, même une je pense, que vous allez pouvoir récupérer. Mais par contre, vous allez être le premier à pouvoir choisir la carte. Et vous allez aussi être le premier joueur lors de la manche suivante. Et vous allez aussi gagner une ressource. Donc, il y a des choix à faire. Est-ce que j'ai envie d'aller loin en prenant le risque que potentiellement les cartes qui m'intéressent soient prises par les autres, mais j'aurai l'occasion de prendre plus de cartes, ou est-ce que je la joue safe, je prends pas beaucoup de cartes, mais je suis sûre de prendre la carte que je veux. Parallèlement à ça, il y a aussi des objectifs. C'est un jeu de Simone Luciani et Yaniv Kahana, que je ne connais pas. Simone Luciani, bien sûr, on le connaît, surtout pour des jeux plus experts, généralement. Voilà, c'est très simple, ça se prend très facilement en main. Mais c'est très très malin. Et vraiment, là je suis en train de vous expliquer le jeu et je me dis, ce jeu-là en fait j'aurais dû le laisser vers la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Je vous en parle maintenant. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué sur le festival. Et pourtant c'est simple, hein, et pourtant c'est de la collection de cartes, hein, mais c'est extrêmement malin. C'est de 2 à 5 joueurs, ça se joue vite, en 30 minutes à partir de 10 ans. Je pense que ça va pouvoir se jouer en famille, avec des familles qui veulent se tourner vers des jeux avec un petit peu plus de stratégie, sans crouler sous les règles ou les sous-règles. Là ça se prend facilement en main, et vraiment que ce soit pour jouer avec des joueurs un peu moins expérimentés ou entre joueurs, je pense que les deux configurations vont fonctionner parce que, comme je le disais, c'est extrêmement malin. Très très bon jeu Messos. Je vais vous parler de petits jeux de cartes qu'il y avait sur le Spiel. Once Upon a Draft, c'est un jeu dans lequel il y a du draft, mais pas que, puisque le jeu est en 3 phases. Vous allez d'abord avoir une phase de draft dans laquelle vous allez drafter des cartes sur lesquelles sont représentés des personnages de contes de fées. Les illustrations sont extrêmement chouettes dans ce jeu, moi j'adore. J'adore la thématique des contes de fées, les personnages qu'on va devoir choisir. Ici vous voyez, vous avez un dragon, mais vous allez aussi avoir le chapeauté, vous allez avoir la bête, vous allez avoir plein de personnages de contes de fées avec lesquels vous allez jouer. Donc début de partie vous draftez, deuxième partie vous jouez les cartes que vous avez draftées, et troisième partie vous scorez les cartes que vous avez draftées. Pour le moment j'ai un avis qui est assez mitigé, mais en même temps j'ai pas envie de vous dire ça parce que j'ai pas envie de rester sur cet avis, j'ai envie d'y rejouer, de lui redonner une chance. D'ailleurs à ce sujet je vais faire une vidéo sur les boîtes Biseau de la gamme Gigamic, donc j'y aurais rejoué depuis. Je vais classer les boîtes de cette gamme, et après y avoir rejoué, dans le cadre de cette vidéo je vous redonnerai mon avis. Là c'est un petit peu trop tôt, je suis un peu restée sur ma faim, mais je pense qu'il y a du potentiel, et du coup mon avis n'est pas encore fixé. Mais juste pour la thématique, je ne pouvais pas faire sans repartir avec ce jeu.
Ce jeu, c'est un jeu sur les moumines. Les moumines, ce sont des personnages pour les enfants. Si je ne dis pas de bêtises, ça vient de Suède. Oui, je pense que ça vient de Suède, les moumines. En tout cas, ça vient des pays nordiques. C'est un petit peu moins connu chez nous, mais moi je trouve ça tellement mignon, les moumines. Je pouvais pas repartir du festival sans mon jeu moumine, c'était pas possible. C'est un jeu de roll and write auquel j'ai pas encore joué, dans lequel vous avez une très grande carte et sur laquelle vous allez dessiner, parce qu'il y a des petits crayons de couleurs de toutes les couleurs. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, qui doit être extrêmement simple parce que c'est à partir de 6 ans. Donc j'imagine que la profondeur de jeu est pas extrêmement grande. Et voilà tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. J'ai publié sur Instagram et Facebook une photo de tous les jeux que j'avais rapportés du Spiel. Et je vous ai demandé quel était le jeu sur lequel vous vouliez un retour en premier. Il y a eu beaucoup de demandes sur SETI. Voilà, SETI, j'y ai pas joué malheureusement, je suis la première, très désolée de ça, mais je peux pas vous donner un retour dessus. Mais il y a quelques personnes aussi qui m'ont demandé un retour sur Daybreak. Daybreak, qui est le jeu qui a reçu le Spiel, donc un prix hyper prestigieux. Le Spiel du jeu expert, si je dis pas de bêtises. Et là par contre je peux vous faire un retour dessus puisque j'y ai joué. Et je l'ai acheté bien avant le Spiel, ce jeu, j'y ai joué plusieurs fois, donc je peux vous faire un retour en tout état de cause. Daybreak, c'est un jeu coopératif sur le changement climatique. Donc vous avez un plateau de jeu central avec certains jetons qui vont absorber le carbone que les plateaux de tous les joueurs en fait émettent. Par exemple, vous avez des jetons mer, vous avez des jetons arbres qui vont venir absorber le carbone qui est émis par les plateaux des joueurs. Le but du jeu, bien sûr, c'est de diminuer cette quantité de carbone, parce que le problème c'est que quand vous émettez plus de CO2 que ce que peut absorber la Terre, ça fait monter la température. Et ça, c'est une façon de perdre la partie, justement, quand la température du thermomètre est trop élevée. À ce moment-là, tous les joueurs perdent. Vous pouvez aussi perdre si le plateau d'un joueur rentre en crise, par exemple. Il y a plusieurs façons de perdre. Et la façon de gagner, c'est de produire moins de CO2 que ce que la Terre peut absorber, en sachant que bien sûr quand vous commencez la partie, tout le monde produit un max de CO2. Le cœur du jeu, eh bien c'est un jeu dans lequel vous allez jouer avec des cartes. Vous avez différents tas de cartes devant vous. Au départ, on a nos cartes de base et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ces cartes. Tout d'abord, vous pouvez les activer. Donc vous avez une carte avec un pouvoir que vous allez activer. Parfois, il y a des prérequis, parfois il n'y a pas de prérequis. Parfois, vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez, parfois vous pouvez le faire qu'une fois. Ça, c'est indiqué sur la carte. Donc, première chose, activer le pouvoir. Deuxième chose, prendre une carte de votre main et la mettre derrière pour faire une action qui sera plus forte si le symbole que vous mettez correspond à l'action. Troisième chose, recouvrir la carte action en mettant une nouvelle carte que potentiellement vous allez pouvoir activer parce que ça vous donne une nouvelle action. Mais l'action qui est en dessous, vous l'oubliez, bien sûr, puisqu'elle est recouverte. Et donc, il y a pas mal de choix sympas à faire avec ces cartes, entre quelle carte je sacrifie pour son symbole, quelle action je condamne parce que je viens la recouvrir. Et ça, vous allez le faire autant de fois que vous voulez, tant que vous avez la capacité pour le faire. Mon avis sur ce jeu, c'est que c'est un très bon jeu coopératif. Moi, j'ai beaucoup aimé mes parties. Il y a un vrai challenge, hein. Il faudra bien coopérer tout simplement pour pouvoir gagner. Cette utilisation des cartes, moi je trouve ça très très sympa, mais il y a un mais, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait des scénarios. Et là je trouve que le jeu il aurait été excellent. Le fait qu'il n'y ait pas de scénario et que le but du jeu soit toujours le même, ça me fait dire que peut-être à un moment, je vais peut-être m'en lasser parce que c'est toujours le même but. Et j'aurais bien aimé avoir peut-être des scénarios différents, avec des buts différents ou que sais-je. Mais je peux pas vous dire que j'ai pas apprécié le jeu parce que j'ai beaucoup aimé mes parties. Je trouvais ça très intéressant. Cette utilisation de cartes, tout ça fait que c'est un très très bon jeu, mais il y a un petit mais. Et en parlant de jeux coopératifs, c'est pas le seul jeu coopératif auquel j'ai joué, parce que sur le festival, j'ai testé Harmony. On va ne pas confondre avec Harmonies, hein, qui est un jeu qu'on connaît, qui est sorti plus tôt dans l'année, qui n'est pas du tout coopératif d'ailleurs, mais qui est un très bon jeu. C'est un jeu de deck building dont la particularité est que de 1, c'est coopératif. De 2, il y a un plateau.
et vous allez devoir avancer le pion jusqu'au portail, mais pour passer le portail il faut avoir les 3 reliques. Et donc il va falloir aller explorer le deck pour aller trouver les reliques en fait qui sont dans le deck. Ça c'est la première particularité. Et autre particularité du jeu, c'est que on va pouvoir spontanément mettre des cartes au centre de la table sous le feu de camp qui seront disponibles pour tous les joueurs. Donc ça c'est la façon en fait de donner des cartes aux autres, sauf que il faut pas trop se défausser de cartes tant que notre deck n'est pas assez construit, n'est pas assez épais, parce que le problème c'est que quand vous allez devoir remélanger votre défausse pour reprendre les cartes en main, parce que vous les avez toutes utilisées, et bien ça va avoir des conséquences négatives. Donc il y a d'abord toute une phase du jeu pendant laquelle il va falloir construire son deck. Beaucoup de bonnes idées, le fait de pouvoir laisser des cartes aux autres, je trouve ça pas mal, ça peut être cool dans l'esprit coopératif. Le fait qu'il y ait un plateau sur lequel on doit avancer pour atteindre le portail avec les 3 reliques, c'est sympa aussi de mélanger ça avec le deck building. Mais malheureusement, il y a des petits soucis dans le jeu. Le premier souci, c'est que c'est extrêmement long, parce qu'il faut prendre le temps de construire son deck, et pendant ce temps-là on n'avance pas sur le plateau central, et on doit vraiment construire bien son deck avant de pouvoir avancer et faire autre chose. Mais aussi il y a des monstres qui arrivent très tôt dans la partie et qui sont trop forts en fait pour le niveau qu'on a au début, et les monstres vous savez pas quand ils peuvent arriver, ils arrivent au hasard, il n'y a pas d'ordre spécifique, ce qui fait que ça pose un petit problème d'équilibrage dans la partie, et c'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait de bonnes idées, mais en pratique malheureusement, on n'y est pas tout à fait. Le dernier coop de la sélection, il me semble, c'est un petit jeu du nom de Cat and the Tower. C'est hyper mignon. En plus de ça, je me suis fait aussi dédicacer. Je sais pas si on va le voir parce que c'est très léger. Mais je me suis fait dédicacer aussi la boîte par son auteur. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu d'adresse surtout, dans lequel vous allez devoir choisir une des 2 cartes actions qui va vous dire soit de placer certaines parties de la tour pour la construire, soit de placer des chats. Et le but en fait c'est d'amener le petit chat Toto tout en haut de la tour. Donc c'est un jeu d'adresse puisqu'il va falloir bien placer les éléments de sorte que la tour ne s'écroule pas, ce qu'elle a fini par faire quand on y a joué. C'est un petit jeu d'adresse tout simple, je l'ai surtout pris parce que la boîte est incroyable, c'est tellement mignon que j'ai pas pu faire sans la prendre en fait. Sinon le jeu en lui-même est ok, je dirais c'est pas le jeu, même il y a des jeux d'adresse je pense que c'est un petit peu plus intéressant que celui-là. Celui-là ça va, c'est juste que le visuel, le matériel avec le petit chat est mignon, et voilà, c'est ce qui fait que je suis repartie avec mon exemplaire. Le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu de pose de tuiles, mais qui combine aussi une mécanique de I split you choose. Donc vous allez faire 2 tas avec les tuiles que vous avez, donc vous prenez 4 tuiles, vous les répartissez en 2 tas, vous proposez les 2 tas à votre adversaire, enfin au joueur qui est à côté de vous, qui est votre adversaire. Il choisit une de ces 2 tuiles et vous récupérez l'autre, et le joueur qui est à côté de vous fait de même. Ce jeu c'est Concilium Orbis. On arrive sur une nouvelle planète. Et c'est pas la jungle, forcément. Il doit y avoir certaines règles. Et du coup, il doit y avoir des lois. Les lois, c'est la façon dont vous allez marquer des points avec vos tuiles. Et en début de manche, il y a 2 nouvelles lois qui sont divulguées. À la fin de la manche, quand on a fait la phase de I split you choose, quand on a posé nos tuiles dans notre espace de jeu, on a ensuite une phase de vote où on va, avec chacune des lois, procéder à une phase de vote où on va se dire, et donc là ça amène de la discussion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote la nouvelle loi? Est-ce qu'on vote pas la nouvelle loi? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ces lois-là, ça va venir changer la façon de scorer. Donc par exemple, ces tuiles qui nécessitent d'avoir le plus d'écart entre elles, imaginons elles vont marquer 2 points par tuile qu'il y a entre les 2. Et bien la nouvelle loi va te dire, bah en fait maintenant vous marquez plus 2 points, vous en marquez 1. Bah, celui qui n'a pas du tout ce type de tuile dans son espace de jeu, il s'en fout, mais il a peut-être pas envie que ses adversaires scorent avec ce scoring là, parce que peut-être que ses adversaires
ont beaucoup de tuiles bâtiments dans leur espace de jeu. Et donc il va y avoir toute cette phase de discussion. On va essayer d'influencer les uns, il va y avoir des alliances qui vont se former. Ensuite on va prendre des petits jetons vote, on va les mettre dans sa main. Et après on va, après un décompte de 3, décider si on est pour ou si on est contre, et le vote qui aura la majorité va l'emporter. Donc s'il y a plus de petits jetons du côté du contre, la loi va être écartée, et s'il y a plus de jetons du côté pour, la nouvelle loi va venir remplacer l'ancienne. À première vue, on pourrait se dire que ça fait beaucoup de mécaniques différentes qui viennent s'imbriquer les unes les autres. Est-ce que vraiment on n'a pas mis plic-ploc plein de mécaniques pour en faire quelque chose de plus ou moins sympa? Est-ce que vraiment ça marche? Eh bien oui, moi j'ai trouvé que ça marchait beaucoup. Et ce système de vote, même si c'est vrai, il aurait pu être un petit peu plus prononcé, au lieu de faire plus 1, moins 1 dans le scoring, ça aurait pu être encore plus marqué, et là peut-être que ça aurait encore donné lieu à plus de discussions. En tout cas, d'après l'expérience que j'en ai eue, eh bien nous on a beaucoup aimé discuter, on s'est vraiment pris au jeu, et il y avait vraiment une tension et un côté fun dans un jeu en fait qui s'annonçait pas du tout fun à la base. Rapidement je suis repartie avec ceci, c'est un jeu traditionnel coréen dans lequel on doit lancer des bouts de bois et voir sur quel symbole il retombe. Le matériel est très sympa puisqu'on a des bouts, enfin voilà, on a des petits bâtonnets en bois, on a un plateau central qui est en tissu. Pourquoi pas découvrir un petit jeu traditionnel, c'est toujours sympathique. J'y ai pas encore joué, mais rien que pour la boîte, il a fallu que je reparte avec, bien évidemment. Spectacular, c'est un jeu qui était pas mal attendu quand même sur le festival. D'ailleurs à ce propos je trouve ça assez drôle parce que quand on regarde les attentes de la Gen Con et puis des scènes, il n'y a pas forcément les mêmes jeux qui sont dans les hot lists. Mais par exemple Rock Hard dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo a fait énormément parler de lui à la Gen Con, tout était sold out, il y avait des files incroyables pour ce jeu. Et j'ai l'impression que personne n'en a parlé au Spiel alors qu'il était aussi présent là-bas. Donc c'est drôle je trouve de voir à quel point les hypes sur un festival ne sont pas du tout les mêmes alors qu'il y a les mêmes jeux présents et à quelques semaines d'intervalle. Spectacular, c'est un jeu des frères Swenson, donc, qui sont des auteurs qui ont participé à déjà pas mal de jeux hein, comme Revive qui était présent, c'était l'année dernière hein, je pense au Spiel, et à beaucoup d'autres jeux. Vous allez pouvoir jouer en simultané, ce qui est cool parce que ça fait que vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs, et dans lequel vous allez placer des dés, mais vous allez aussi placer des tuiles. Choisissez une tuile ou un dé de votre plateau personnel et vous allez choisir une tuile ou un dé du petit plateau qu'il y a devant vous qui va bouger. Vous faites ce choix là, vous allez placer vos tuiles ou vos dés selon ce que vous avez choisi, et ensuite le petit plateau qu'il y avait devant vous va bouger et vous allez récupérer le plateau de la personne qui est à côté de vous. Donc il y a ce draft qui est ouvert entre tous les joueurs. Donc si à un moment donné vous choisissez un élément sur ce plateau, ben, vous savez voir ce qui va arriver, vous savez essayer d'un peu anticiper. Bien sûr vous ne savez pas ce que les joueurs avant vous vont choisir, mais ça permet quand même d'avoir une petite anticipation sur ce qui va arriver. On va placer ces tuiles majoritairement en essayant que les mêmes couleurs se retrouvent côte à côte. Il y a aussi bien sûr des conditions de placement pour les dés en fonction de leur valeur. Le côté positif du jeu, comme je l'ai dit, c'est que ça se joue facilement à 6 en simultané. Ça c'est toujours très cool de trouver des jeux avec de la stratégie, donc des jeux qui ne soient pas des jeux d'ambiance, qui puissent se jouer à 6 joueurs. Moi je suis toujours demandeuse de ça. Là encore, comme je vous le disais, l'expérience joue beaucoup parce que le draft à 6, à un moment donné, tout a capoté. J'ai aussi, moi, fait une petite erreur dans les règles, donc je n'y ai peut-être pas joué dans les conditions optimales. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais dans le genre de jeu de pose de tuiles, comme ce que propose Spectacular, bah, j'ai trouvé qu'il y avait des jeux qui étaient bien mieux que ça. C'est pas un mauvais jeu pour autant, loin de là. Simplement par rapport à toute la hype qu'il y avait autour. Voilà, moi personnellement je trouve que ça ne le méritait
peut-être pas. Elif Svensson, donc un des auteurs de Spectacular dont je viens de parler, a aussi sorti un nouveau jeu sur le festival avec un autre co-auteur. Cet autre co-auteur, c'est Christian A. Ostby, ou Ostby, je ne suis pas sur la prononciation. En tout cas, le jeu c'est Sotfjord. Sotfjord se trouvait dans ma vidéo des attentes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une rethématisation de Santa Maria, qui est un jeu dont j'ai toujours entendu énormément de bien. Mais au-delà de la rethématisation, il y a aussi une adaptation des règles. Donc le jeu grosso modo reste le même, mais vous allez avoir, si vous avez déjà joué à Santa Maria, vous allez voir qu'il y a des petites modifications dans la mécanique. Moi personnellement, je peux pas vous les expliquer parce que je n'ai pas joué à Santa Maria. Sotfjord, en quoi ça consiste? Eh bien, vous avez votre plateau personnel que vous allez devoir améliorer. Au début, vous avez quelques actions sur votre plateau que vous allez pouvoir activer avec des dés, mais au fur et à mesure de l'avancée dans la partie, vous allez venir rajouter des tuiles qui vont vous donner des actions supplémentaires. En fonction du dé que vous allez récupérer en début de votre tour, vous allez le placer soit en haut si c'est un dé blanc, soit sur le côté si c'est un dé orange. Et en fonction de la valeur du dé, vous allez le mettre au début de la rangée ou de la colonne et vous allez faire glisser le dé et vous allez faire toutes les actions qu'il y a sur cette rangée ou cette colonne. Grosso modo, c'est un jeu de gestion de ressources et la façon dont vous allez gérer les ressources est intéressante puisque vous allez placer des petits cubes sur le plateau. Selon l'endroit où vous le placez, ça sera soit du poisson ou soit ce sera du blé et vous avez la possibilité de upgrader. Donc par exemple, à un moment donné, votre cube est un bois et si vous faites une action qui vient upgrader, ça devient des planches. Donc vous déplacez votre cube. Donc voilà, donc il y a plein de choses intéressantes dans ce jeu, que ce soit la mécanique au cœur du jeu avec les dés, que la gestion de ressources. Je n'ai joué que quelques tours de jeu et je dois dire que c'était dans une ambiance qui était assez spéciale aussi parce que, comment dire, que l'animateur en avait ras le bol du festival, je crois. Donc c'était le dimanche en fin de journée, on était dans les dernières personnes à qui il expliquait le jeu. Et le gars avait exactement zéro patience, a expliqué le jeu à une vitesse VV', et malgré l'expérience un peu mitigée autour de la table, voilà, ça m'a pas empêché de voir que c'était un très bon jeu et j'ai déjà hâte en fait de refaire des parties dans des bonnes conditions parce que clairement c'est voilà, c'est tout à fait mon type de jeu. C'est pas non plus trop compliqué, ça reste assez accessible, on est sur de l'expert léger. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de l'initié? Non, je pense pas. Je pense qu'on va quand même partir sur de l'expert léger. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui va vite se prendre en main avec de la bonne réflexion, de la bonne stratégie. Voilà, une façon, je trouve, assez originale en fait, d'amener les choses, d'amener les actions ou la gestion de ressources. Donc voilà. Plein de bonnes idées dans Sotfjord. Et là, c'est le moment de la vidéo où je me rends compte que je vous ai dit des bêtises parce que je vous ai dit que j'avais pas joué à d'autres jeux narratifs. Et c'est faux, parce que j'ai bien joué à un autre jeu narratif, sauf que je m'en rappelle seulement maintenant. On a joué à Neon Hopes. C'est un jeu dans un univers cyberpunk. Mais alors pas de la même façon d'Aitochi là, c'est plus cyberpunk du futur. Le scénario d'introduction, c'est que vous avez perdu de vue votre pote et vous devez aller interroger des gens pour aller le retrouver, et vous avez différents lieux, vous commencez avec différents lieux dans la partie. Ça se base principalement sur des tests de compétences, donc sur chaque carte vous avez des petits jetons, il faudra faire des tests de compétences pour venir les éliminer. Pour vous aider dans ces tests de compétences, vous allez pouvoir jouer des cartes, mais attention, une fois que vous n'avez plus de cartes en main, vous allez devoir abaisser comme une jauge, oui, on va dire ça, et qui va déclencher des effets négatifs. Et une façon de perdre la partie, c'est justement quand ce décompte arrive à 0. Donc vous allez essayer d'éliminer les petits jetons qu'il y a sur la carte pour la retourner et voir au niveau de la narration ce que ça vous dit.
Je dois dire qu'au niveau narratif, j'étais assez impliquée dans l'histoire, donc j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Le fait d'aller sur des lieux, de devoir faire en sorte de retourner les cartes pour voir si on est dans la bonne direction ou non, puis de se déplacer sur un autre lieu pour continuer notre recherche et explorer. Ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Autre aspect intéressant du jeu, c'est qu'au lieu de lancer des dés dans les tests de compétences, et bien là on va retourner des jetons. Et vous savez qu'il y a autant de jetons potentiellement avec des têtes de mort, il y a autant de jetons avec je pense un -3 et puis vous avez des jetons +1, +2, etc. qui sont forcément positifs et sur lesquels vous voulez tomber. Tout ça c'était plutôt pas mal, mais à côté de ça j'ai un peu peur que le jeu soit répétitif puisqu'il faut toujours aller sur une carte, faire des tests de compétences, retirer un jeton, revenir sur la carte, refaire un test de compétences pour retirer un jeton. Et aussi, eh bien, comme vous allez potentiellement vous déplacer de lieu en lieu et que au début, lors de la mise en place, tous les lieux ne sont pas forcément présents. Ça veut dire qu'en plein milieu de la partie, vous allez devoir chercher des cartes, les placer correctement, mettre des jetons dessus. Et donc c'est du setup en cours de partie qui risque, je pense malheureusement, de casser le rythme, casser la dynamique du jeu. Et tout ça fait que même si je pense qu'au départ il y avait pas mal de bonnes idées, la narration était assez prenante que pour me dire j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir où va le jeu, et elle avait l'air pas mal écrite du tout d'ailleurs, mais voilà, il y a tous ces aspects négatifs qui font que c'est pas un jeu vers lequel j'aurais envie de creuser et au final d'y revenir. Un petit coup d'œil sur Superstore 3000, je suis repartie avec parce que c'est un jeu de pose de tuiles dans un univers qui est hyper cool. En plus la thématique c'est qu'on doit construire le centre commercial le plus fun. Ce qui est particulièrement chouette je trouve, c'est qu'il y a énormément de détails sur les tuiles. Vous allez voir Godzilla, vous allez voir plein d'autres références et il y a vraiment beaucoup de détails. C'est aussi un jeu des Space Cowboys et moi personnellement, ils font toujours des sorties que je suis avec attention, donc c'est pour ça que je suis repartie avec. J'y ai pas encore joué et je ne peux pas à ce stade vous en dire beaucoup plus, mais comme ça vous savez que ça arrive. Un jeu qui était dans les attentes de beaucoup d'internationaux. Et pourquoi je dis internationaux plutôt que les gens de par chez nous, c'est tout simplement parce que le jeu n'est pas encore arrivé à l'étranger, il vient d'arriver chez nous. Il a une thématique qui est folle. Ce jeu c'est le duel en terre du milieu. J'essaie de dire bien le titre parce que c'est pas Seven Wonders qui est écrit dessus, c'est, je pense que le titre correct c'est duel en terre de milieu pour la terre du milieu. C'est le Seven Wonders duel thématisé Seigneur des Anneaux, tout simplement. C'est le Seven Wonders duel qui a une thématique le Seigneur des Anneaux, mais ça va plus loin que ça puisque il y a vraiment eu un retravail au niveau de la mécanique du jeu. On a toujours cette mécanique qui est au cœur de Seven Wonders duel avec les cartes qu'on va aller chercher qui ne sont pas toutes disponibles, hein. Il faudra aller hop se faire un chemin dans les cartes pour pouvoir aller les récupérer. Mais à côté de ça vous avez un plateau cette fois-ci, donc ça c'est vraiment inédit hein, par rapport au Seven Wonders duel de base qui n'a pas du tout de plateau. Vous allez avoir un plateau avec des unités à mettre. Ce sera d'ailleurs une des conditions de victoire, en fait, de fin de partie, c'est d'avoir un certain nombre d'unités sur ce plateau. Et ce qui remplace en fait la piste militaire, c'est une piste sur laquelle vous avez les hobbits qui doivent aller jeter l'anneau... je ne sais plus. C'est scandaleux. Dans la montagne du destin, donc les hobbits sont avec l'anneau et doivent aller jeter l'anneau à la montagne, dans la lave de la montagne du destin. Et vous avez les Nazgûl en fait qui sont sur la même piste que les hobbits et qui vont essayer de se rapprocher. Donc c'est à dire que comme ils sont sur la même languette, le hobbit
hobbits, en fait, en se déplaçant, déplacent aussi les Nazgûl, et eux, par contre, les Nazgûl peuvent se rapprocher, donc les hobbits ne vont jamais distancer les Nazgûl. Les Nazgûl, par contre, peuvent se rapprocher, et ça aussi, c'est une mécanique qui est totalement différente du Seven Wonders de base. Au-delà du fait que la rethématisation de Seven Wonders Duel est génialissime, au niveau de la mécanique, le jeu est très très bon aussi. Moi personnellement, quand j'ai appris qu'ils allaient faire ça, c'était comme un cadeau de Noël à l'avance. Moi j'adore le Seigneur des Anneaux, même si je galère à retrouver les noms du film, j'adore le Seigneur des Anneaux. Et vraiment oui, c'était un cadeau de Noël, tout simplement. Ce Seven Wonders Duel qui fonctionne super bien, qui n'est pas juste une rethématisation, mais qui a un retravail sur le jeu. Et pour moi, c'est vraiment une des sorties phares de cette fin d'année, et vraiment, c'est sans forcer. Je vais enchaîner sur un autre jeu qui faisait partie de mes attentes. C'est un jeu qui me plaisait beaucoup par sa thématique, par aussi sa gestion des ressources. Avant d'aller tester le jeu sur les festivals, j'avais entendu des retours un peu mitigés, mais j'ai quand même décidé d'aller jouer. Je pense que j'ai pas mal fait. Ce jeu, c'est Tea Garden. C'est un jeu de deck building et de gestion de ressources. Ce qui est intéressant avec vos ressources, c'est que en fin de manche, toutes vos ressources vertes vont se décaler d'un cran vers la gauche, donc elles vont perdre de la valeur, et toutes les ressources de thé noir vont glisser d'un cran vers la droite, donc vont prendre en valeur. Il y a, je trouve, toute une gestion du jeu qui est intéressante avec ces ressources, parce que à un moment donné, il faut bien gérer ce que vous faites, parce que vous allez pouvoir acheter certaines cartes. Si vous avez des feuilles de thé, par exemple dans le panier numéro 4, vous allez pouvoir prendre une certaine carte pour aller l'ajouter dans votre deck et faire un deck qui sera meilleur. Il faudra faire attention aussi qu'à un moment, comme les feuilles glissent vers la gauche, si elles quittent votre plateau personnel, vous les perdez. Donc il faudra bien penser à les utiliser de la meilleure des façons, à optimiser en fait vos feuilles de thé pour ne pas devoir les gaspiller. C'est un jeu qui est assez permissif, donc il y a toujours des actions à faire, vous n'êtes jamais vraiment bloqué. Enfin, s'il y a une action que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller chercher des cartes, vous allez toujours pouvoir faire quelque chose d'autre qui sera aussi intéressant. Mais je trouve que ça va bien aussi avec la thématique de thé qui est assez zen, et aussi vis-à-vis du public que ça vise, parce que je trouve que c'est un jeu qui serait par exemple une bonne porte d'entrée vers des jeux un petit peu plus... je pense qu'on est quand même un peu plus que sur de l'initié, on est sur de l'expert léger, enfin on est entre de l'initié et de l'expert léger. Les frontières entre les deux sont toujours assez troubles, mais toujours est-il que quand vous allez vouloir par exemple initier des personnes à des jeux avec un petit peu plus de stratégie, je trouve que c'est une proposition qui serait pas mal du tout. Alors c'était pas la découverte du festival, mais il n'empêche que je trouve que c'est un jeu agréable et qui a quand même tout un aspect intéressant avec cette gestion des ressources. J'ai joué aussi à un autre jeu de pli. Alors vous le savez, moi je ne suis pas la plus grande fan des jeux de pli, c'est pas ma mécanique de prédilection, mais j'ai joué à un jeu de pli qui était assez sympathique du nom de Lone Wolves. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement. Entre les 2 joueurs, il y a ce plateau qui est composé de différents territoires. Vous allez choisir sur quel territoire vous allez jouer votre carte, et le joueur en face de vous, c'est un jeu de pli, donc doit suivre dans la couleur ci-là, mais il n'est pas forcément obligé de jouer en face du territoire sur lequel vous venez de jouer votre carte. Peut jouer sur n'importe quel autre territoire. Et pourquoi faire ça? Pourquoi choisir un type de territoire? Pourquoi en choisir un autre et ne pas jouer l'un en face de l'autre directement? Bon, déjà il faut savoir qu'en fin de partie, on va regarder sur chaque territoire la valeur totale que les joueurs ont joué de chaque côté. La personne qui aura la valeur la plus élevée, bien sûr, va remporter des points sur ce territoire. Mais en cours de partie, vous n'avez pas toujours intérêt à vouloir remporter un pli. En fait, quand vous perdez un pli, la valeur qu'il y a sur votre carte est annulée puisque vous allez retourner votre carte. Votre carte va valoir
1. Donc peu importe si vous avez joué un 4, la carte est retournée, elle ne vaut plus qu'un. Mais il y a un avantage quand même à perdre des plis, parce que quand vous perdez un pli, il y a des petits jetons sur les territoires et vous allez pouvoir prendre un de ces jetons qui va vous donner des avantages. Ça va vous donner des avantages immédiats, ça va vous donner des avantages en fin de partie, et vous avez vraiment intérêt à ne pas remporter tous les plis, parce que personnellement j'ai remporté la plupart des plis et j'ai perdu en fin de partie parce que Anthony, qui était en face de moi, perdait les plis mais avait ces petits jetons bonus qu'il a bien utilisés, qui a fait qu'au final il a remporté la partie. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté on a envie de gagner des plis pour gagner les points en fin de partie, mais d'un autre côté il faut aussi en perdre pour gagner les bonus qui sont intéressants. Et en fait mon avis il est un peu similaire à cet effet qu'a fait le jeu, c'est-à-dire que je le trouve intéressant, mais là basé sur une partie, déjà j'arrive pas trop à donner un avis définitif. Je sais pas, cet effet de il faut gagner mais pas trop, j'arrive pas encore à savoir si c'est quelque chose que vraiment j'apprécie ou au contraire qui me frustre et qui fait que j'arrive pas vraiment à apprécier le jeu. J'ai encore du mal à donner mon avis en fait. Un jeu qui avait un stand très cool sur le festival avec des animateurs qui étaient tout aussi investi, c'est Duck and Cover, un jeu dont on a énormément parlé. C'est présenté comme un bingo de canard. Comment ça va se passer, c'est qu'une personne va tirer une carte qui a bien sûr une valeur, et toutes les personnes autour de la table qui ont cette valeur dans leur tableau de cartes vont pouvoir la recouvrir avec une carte adjacente ou un paquet de cartes s'il y a déjà un paquet de cartes qui s'est formé. Le but c'est de réunir toutes les cartes en une seule pile de cartes, donc en les recouvrant les unes après les autres. Quand une valeur est tirée et qu'on ne l'a pas dans ce jeu, on doit dire coin. Si tout le monde dit coin autour de la table, la carte est mise de côté. Quand il y a un certain nombre de cartes qui sont mises de côté, le jeu s'arrête. C'est présenté aussi comme une alternative au ski-jo. Alors moi je suis pas du tout d'accord, parce que j'adore le ski-jo, et par contre je suis un petit peu passée à côté du jeu malheureusement. J'ai l'impression qu'il plaît à énormément de personnes, mais je sais pas. Perso, je n'ai pas vu l'intérêt du jeu. Je me suis pas spécialement amusée, là où par exemple un ski-jo, j'adore ça parce qu'il y a, je sais pas, il y a une certaine tension qui s'instaure dans le jeu, et encore aujourd'hui j'adore jouer à ski-jo, que là malheureusement pour moi ça n'a pas pris. Voilà. Un jeu à 2 joueurs qu'on a découvert sur le festival, dont j'ai pas entendu énormément de retours, je dois dire, c'est Thingstead, un jeu avec une couverture qui pourtant est assez intrigante, avec ce groupe de vikings dont une partie est dans l'ombre et une partie est dans la lumière. Voilà, je trouve que la couverture du jeu est particulièrement réussie. Les illustrations du jeu en lui-même, j'aime un peu moins. Je trouve les personnages un petit peu trop vénères. C'est un jeu à 2 joueurs. Vous allez avoir un cercle au centre de la table, et autour de ce cercle il y a des cartes. Le but est d'aller placer de l'influence sur ces cartes. Une fois que vous avez le nombre d'influences requis, vous allez pouvoir retourner la carte qui sera à vous, et là à ce moment là elle sera définitivement protégée, sinon l'autre joueur va pouvoir venir vous embêter et retirer des jetons à vous. Quand il y a un des joueurs qui arrive à faire ça avec 3 cartes, ça met fin à la partie. Donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire, jouer une carte pour mettre de l'influence ou en retirer aux autres. Il y a une petite subtilité aussi, mais je vais y revenir parce que c'est un aspect très important du jeu. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous avez tout un tas de cartes sur le côté, et vous allez pouvoir prendre une carte de votre main et la mettre de votre côté de l'espace de jeu. Ça va venir faire bouger le curseur qui est à côté de la carte. Si vous rejouez plus tard et que le curseur est déjà de votre côté, à ce moment-là, vous récupérez la carte. Les cartes qui sont sur le côté vous donnent des façons d'améliorer votre façon de jouer ou des bonus en fin de partie. Un aspect intéressant du jeu qui est pas forcément perceptible à la lecture des règles ou lors des premiers tours de jeu, c'est que le cercle qui est au centre de la table va bouger. Il y a des valeurs dessus, et en fait il y a des valeurs négatives qui font que vous n'allez pas vouloir jouer là où il y a ces valeurs négatives, parce que ça va vous retirer des unités
avant que vous puissiez en placer. Donc je vais vous donner un exemple parce que là sûrement ça ne vous dit absolument rien. Par exemple, si vous voulez mettre 2 unités sur une carte mais qu'il y a cet indicateur -2, en fait vous pouvez en mettre 0 parce que vous devez soustraire en fait au nombre d'unités que vous avez. Et ce cercle en fait, à chaque fois que vous allez jouer une carte au centre de la table, eh bien il va bouger. Et donc vous devez faire attention à ok, je veux jouer là, mais le cercle va bouger. Est-ce que je fais vraiment ce mouvement là? Est-ce que ça va m'avantager? Est-ce que ça va me désavantager? Et en fait il y a toute une réflexion par rapport à ça que vous allez acquérir au fur et à mesure de la partie et qui je trouve est intéressante. J'ai beaucoup aimé ma partie. Je m'interroge quand même un petit peu sur l'aspect peut-être redondant du jeu. Là je dirais que j'ai pas assez de matière pour vous répondre correctement par rapport à ça. En tout cas c'est pas un jeu inintéressant, ça je peux vous le dire. Et pourtant j'avais un petit peu peur parce que même si visuellement ça m'a attiré, c'est un jeu de Scott Helms et je suis pas toujours fan de ce qu'il fait. Il y a plusieurs jeux de lui qui m'ont déçu et celui-là je dirais que ça permet un petit peu de redorer son blason. Voilà, le petit jeu traditionnel du Spiel de Sachi qui fait toujours parler de lui. L'année dernière c'était avec Comme c'est loué, cette année-ci avec Jailbreak, dont les jeux sont toujours sold out. Alors petite parenthèse, mais il faut toujours vous méfier de ça parce que alors je dis pas qu'ils le font, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une certaine tendance à limiter le nombre de copies à la journée pour dire que le jeu est sold out, pour faire grimper l'engouement sur les jeux. Donc voilà, c'est juste faites attention à ça, de ne pas forcément vous faire prendre à ce petit jeu. Toujours est-il que ici Jailbreak, c'est un jeu de défausse qui n'est pas sans rappeler Odin. Alors c'est pas exactement comme Odin, mais dans le principe c'est assez similaire dans le sens où le premier joueur va pouvoir mettre entre 1 et 3 cartes au centre de la table. Les cartes peuvent être soit de même valeur, soit peuvent être des suites. Imaginons vous avez mis 2 cartes au centre de la table, le prochain joueur va mettre +1 ou -1 de nombre de cartes. Donc si quelqu'un a joué 2 cartes au centre de la table, la prochaine personne peut mettre soit 1, soit 3 cartes. Si la personne met 3 cartes, la prochaine pourra en mettre 2 ou 4. Enfin voilà, vous avez l'idée. Le petit plus c'est que avant de jouer vos cartes, vous pouvez toujours, si vous le pouvez, compléter la suite ou compléter les cartes de même valeur. S'il y a 2 cartes de valeur 2 au centre de la table, vous pouvez venir en rajouter une troisième. Il y aura donc 3 cartes de valeur 2 et après vous jouez vos cartes. Donc là vous pouvez en mettre 2 ou 4 alors que initialement avec les 2 cartes qu'il y avait, vous ne pouviez en mettre que 1 ou 3. J'espère que c'est clair parce que je sais que quand on joue pas et qu'on donne des explications plus ou moins précises d'un jeu, c'est pas toujours évident à intégrer. Donc dites-moi si vous avez compris. Donc jeu de défausse, le but c'est d'être le premier à s'échapper de la prison, donc de ne plus avoir de cartes en main. Et à la fin de votre tour, vous devez repiocher une carte parmi la rivière de cartes qui est visible au centre de la table, ou alors vous pouvez aller à l'aveuglette et piocher dans la pioche. Ça fonctionne très bien, franchement c'est très efficace. Moi j'ai trouvé ça personnellement plus simple que Odin, que ce soit dans les explications des règles ou même dans la façon de jouer. Par contre ce qui fait mal c'est le prix, bien sûr, parce que il y a combien de cartes là-dedans? Il y a 94 cartes, 94 cartes pour 25 €. Ça fait mal quand même, je peux vous le dire. Donc voilà, le jeu est bien, mais c'est un peu trop cher pour ce que c'est, clairement. Pour la fin, je vous ai laissé 3 très bons jeux. Ici, je vais vous parler d'un jeu de pose de tuiles, encore et toujours, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans cette vidéo. C'est Cities. Cities, jeu de pose de tuiles et de construction de sa ville. Donc non seulement on va aller chercher des tuiles, mais on va aussi construire des immeubles dans notre espace personnel sur les tuiles qu'on sera allé chercher. On va construire des bâtiments dont les étages vont s'empiler. On va aussi aller chercher des objectifs qui seront personnels et il y aura aussi des objectifs publics qui seront pour tout le monde. Le premier à faire ces objectifs là aura bien sûr plus de points que le second, que
que le troisième, etc. Ce qui est particulièrement intéressant dans City, c'est la façon dont vous allez sélectionner les éléments que vous allez ajouter dans votre espace personnel. En fait, vous avez une rangée avec les tuiles, vous avez une rangée avec les bâtiments, vous avez une rangée avec les objectifs et vous avez aussi une rangée avec des plus petites tuiles que vous allez pouvoir mettre sur vos plus grandes tuiles. Bref. À votre tour, vous avez des ouvriers que vous allez envoyer. Vous allez pouvoir en mettre un sur chacune des 4 rangées. Tout l'intérêt va être de savoir où je mets ma priorité. Parce que peut-être que j'ai un objectif qui m'intéresse, mais une tuile aussi. Mais si je mets la priorité sur les tuiles, peut-être que l'objectif que je veux, quelqu'un va aller me le piquer. Donc voilà, je dois bien réfléchir en début de mon tour à dans quel ordre en fait je vais faire mes actions, parce que ça va avoir toute son importance. C'est super simple, ça se joue en 10-45 minutes. Oui, je pense qu'en 30 minutes ça peut même se jouer. C'est fluide, une fois qu'on vous a dit les règles, c'est bon, vous êtes lancé. Vous allez aménager du mieux que vous pouvez votre espace personnel. Et vraiment cette façon d'aller sélectionner les actions, c'est simple, mais en fait ça fait vraiment tout le sel du jeu. Et moi vraiment c'est un jeu que j'ai adoré. Si vous aimez la pose de tuiles, si vous aimez la construction de villes, franchement ne passez pas à côté de ce jeu parce que franchement moi je l'ai trouvé excellent. Ça arrive bientôt chez Yellow, si je dis pas de bêtises ça arrive même avant la fin de l'année. Donc vraiment c'était une très belle surprise. Moi j'ai adoré, voilà, on est complètement en fait dans mon style de jeu, voilà, tout simplement. Petit jeu maintenant extrêmement sympathique de NerdLab. Alors NerdLab, ça vous dit peut-être quelque chose parce que ce sont les personnes qui sont derrière Mindbug. Donc voilà, il y a quand même un certain niveau. Quand on a sorti Mindbug, après, forcément, moi j'étais très attentive à leur sortie. Et ce jeu n'était pas du tout dans mes attentes parce que je l'avais pas remarqué. Et je l'ai remarqué qu'après avoir sorti ma vidéo, sinon vous pouvez être sûr qu'il aurait été dans mes attentes du Spiel. Ce jeu, c'est Agent Avenue. C'est un jeu pour 2 joueurs, c'est un jeu qui va se jouer très vite. En 10-15 minutes, vous avez fait votre partie. C'est un jeu de I Split You Choose. Encore un. Donc aussi une mécanique qui est revenue assez souvent dans cette vidéo. Pourtant c'est pas une mécanique si commune que ça. Déjà le but du jeu ça va être d'attraper l'autre. Vous avez un petit plateau devant vous avec votre pion et celui de votre adversaire. Vous tournez en fait dans le sens horaire et celui qui va remporter la partie va être celui qui va attraper en premier le personnage de l'autre. Comment est-ce que vous allez y arriver? Eh bien par la mécanique de I Split You Choose. Vous avez 4 cartes en main. Et vous allez en choisir une que vous allez mettre face visible et l'autre que vous allez mettre face cachée. Votre adversaire va devoir choisir, est-ce que je vais sur celle qui est face visible? Est-ce que je vais sur celle qui est face cachée? Est-ce que c'est du bluff? Bon bien sûr il y aura énormément de bluff dans ce jeu. Et vous allez récupérer celle que votre adversaire n'a pas choisie. Vous allez la révéler. Si jamais vous avez déjà des cartes du même nom que la carte que vous venez de récupérer, vous allez la mettre sur la même pile. Donc bien sûr vous allez essayer de récupérer la carte qui vous avantage le plus parce que parfois ça dépend des cartes, parfois vous allez avancer plus quand vous en avez 3 du même nom, mais il y en a d'autres où ça fonctionne pas du tout comme ça. Il va falloir en avoir 2 pour avancer d'un maximum de cases, et si vous en avez une par exemple ça va vous faire avancer de -2. Enfin voilà, vous avez un petit peu l'esprit du jeu et c'est vraiment le genre de jeu où on se dit mais c'est tellement simple et ça fonctionne tellement bien, pourquoi personne n'y a pensé avant? C'est simple, c'est dynamique, ça se joue en 10-15 minutes, donc vous allez avoir envie de faire une revanche. C'est presque automatique en fait. Il y a aussi un mode avancé avec des pouvoirs. Alors moi j'y ai pas joué, mais Joya m'a dit que c'était pas mal. Donc forcément il va falloir que je teste. Et il y a aussi un mode en équipe où là un des coéquipiers va jouer une carte face visible et l'autre va jouer une carte qui sera face cachée, et forcément on se partage le même pion personnage. Sincèrement ce jeu-ci c'était dans les plus belles découvertes de ce Spiel. C'est un excellent jeu à 2 joueurs qui va aller vite et auquel vous allez pouvoir jouer avec tout le monde autour de vous. Et on finit cette vidéo avec un jeu qui a été, je dois dire pour moi, ça a été une vraie pépite.
En plus de ça, le moment qu'on a passé sur le festival était hyper agréable parce que on a eu la chance de se faire expliquer le jeu par un de ces deux auteurs, Julien Chaput, qui était en plus de ça extrêmement sympathique. Donc c'était, je dois dire, vraiment un très très bon moment de ce festival. Ce jeu, c'est Ironwood. Alors comment vous dire que déjà à l'explication des règles, je savais que c'était un jeu qui allait me plaire. Vous avez peut-être déjà eu ce sentiment où quand on va vous expliquer des règles, vous êtes là, ah, là je sens que ça va me plaire. Là, je suis persuadée que c'est un jeu fait pour moi. J'ai pas ça spécialement pour beaucoup de jeux, mais il y a certains jeux avec lesquels j'ai ça, et Ironwood, bah, c'en était l'un d'entre eux. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, c'est un jeu de confrontation dans lequel chaque joueur va avoir une façon de jouer asymétrique. Vous avez d'un côté, alors je n'ai pas les termes en français parce que le jeu est en anglais et je ne me souviens plus exactement des termes français utilisés, donc je vais vous donner des termes qui seront peut-être pas ceux que vous verrez dans la version française, mais en tout cas vous aurez l'idée. Il y a d'un côté une faction qui vont être les forgerons. Donc en fait, eux, leur but, ça va être de construire sur des zones extérieures du plateau des forges. Pour construire des forges, cette faction-là va avoir besoin de cristaux. Et une façon d'obtenir des cristaux, c'est de déplacer une machine qui, plus elle va aller loin sur le plateau, plus elle va récolter des cristaux. Ça, c'est pour les forgerons. Et de l'autre côté, il y a le peuple de la forêt qui lui va essayer d'enlever des unités des villes qui sont au centre du plateau pour pouvoir placer dans la forêt des totems. Et une fois que ce totem a été placé, il va falloir le ramener en fait vers l'extérieur du plateau. Les objectifs sont donc différents, la façon dont on va gagner la partie n'est pas du tout la même d'une faction à l'autre, mais la façon dont on va jouer avec des cartes est la même pour les 2 joueurs, même si les decks vont être différents. Donc à votre tour, vous allez jouer une carte, et puis ça va être au tour de votre adversaire de jouer une carte, et vous allez jouer 3 cartes comme ça. Et il y a des choix à faire qui sont extrêmement intéressants parce que les cartes que vous allez jouer ont des effets, mais en même temps elles peuvent s'utiliser quand il y a des phases de combat. Et donc il y a toujours ce dilemme de est-ce que je joue la carte pour son effet ou est-ce que je la garde pour le combat, parce que sa valeur, ses valeurs en fait dans les combats sont hyper intéressantes. Donc en cas de combat, j'ai envie de la garder parce que je pense que je peux gagner le combat avec ça, mais en même temps elle a un effet qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde pour le combat? Est-ce que je la joue? Et ça, c'est un dilemme que vous allez avoir tout au long de la partie. Une chose aussi que je trouve incroyable, et je reviens encore avec cette thématique qui est bien intégrée dans la mécanique, c'est que vous avez d'un côté les forgerons qui ont plutôt une machinerie, c'est le métal, c'est la forge, et donc il y a un aspect un petit peu plus lourd, ils vont se déplacer plus lentement. Même au niveau du matériel, bah, les forgerons ont des jetons en métal, alors que le peuple des bois ont des jetons en bois qui sont beaucoup plus légers, et au niveau en fait même des déplacements, le peuple des bois vont pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement sur le plateau. Et du coup moi je trouve ça incroyable que cette asymétrie elle soit poussée aussi loin que dans le matériel qui représente bien en fait la façon dont chacune des factions va jouer. Enfin voilà, moi je trouve ça incroyable. Moi qui aime bien Root, un jeu comme ça pouvait que me plaire. Je le savais en fait au moment des explications que j'allais faire bonne chère en fait avec ce jeu, et en y jouant quelques tours, même si j'ai pas fini ma partie, je sais que c'est un jeu qui est fait pour moi, et je n'ai qu'une envie, je n'ai qu'un souhait, c'est que ce jeu plaise à Michael, parce que si c'est le cas, vraiment il y a de grandes chances que ça devienne un de mes jeux à 2 préférés, et vraiment je dis ça sans forcer parce que j'ai adoré. Le temps de jeu annoncé est de 60 minutes, je pense qu'une fois qu'on a bien le jeu en main, à mon avis ça doit pas vraiment dépasser l'heure de jeu, une fois qu'on a bien compris, qu'on a les automatismes, etc. Je trouve que ce jeu, c'est un sans faute. Tout simplement. Et ben voilà, nous sommes arrivés au bout de ce petit
débriefing du Spiel. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. En tout cas pour moi c'était un très grand plaisir de tourner cette vidéo, déjà d'aller au Spiel bien sûr, mon rendez-vous immanquable de l'année, et puis de tourner cette vidéo, de vous faire un retour sur les jeux qui m'ont plu, mais aussi des jeux qui m'ont un peu moins plu pendant le festival. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux dans ceux que j'ai présentés qui attirent votre curiosité et qui vous tentent. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment énormément la chaîne en fait à grandir. Allez, laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours hyper plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!